Donc, le principe de la lame virtuelle, c'est d'avoir une préparation histologique, elle peut être histologique ou cytologique, et de la numériser à l'aide d'un système qui va permettre ensuite sa visualisation sur un écran d'ordinateur avec une navigation dynamique de type Google Earth, donc sur votre écran d'ordinateur ou sur vos écrans d'ordinateur. Donc, pour illustrer ça, je vous ai mis un petit exemple. Donc, je pense qu'un exemple... vous en avez peut-être vu hier également, rapidement. Donc, vous voyez ici une lame d'embryon qui a été numérisée. Et la lame virtuelle, ensuite, vous appelez le fichier sur un écran et vous pouvez donc bien sûr bouger votre lame. Donc, vous reconnaissez ici moitié de souriceau, l'autre moitié ici, et ici les placentas. Et ensuite, vous pouvez grossir votre image tout en gardant une bonne qualité. La qualité dépend de l'objectif avec laquelle vous avez numérisé l'image. Vous ne pouvez pas espérer gagner en qualité. Au mieux, vous pourrez espérer avoir une qualité équivalente à celle du microscope. Et bien sûr, vous pouvez vous déplacer. Alors, vous pouvez voir la tête, vous pouvez voir ici les boches de l'hypophyse, par exemple. Vous pouvez grossir. Vous voyez qu'on garde une qualité assez plutôt bonne à l'écran. Donc, vous pouvez avoir une analyse assez complète de votre lame. Alors, ici, un embryon, mais ça peut être bien sûr beaucoup d'autres choses. Ici le placenta, de manière assez dynamique, assez souple, sur votre écran. Alors, tout ça, bien sûr, nécessite d'avoir une lame de bonne qualité, d'avoir un système d'écran de bonne qualité. Et ensuite, vous pouvez également faire des mesures. Vous pouvez mesurer les distances. Par exemple, pour le placenta, vous voulez savoir combien se place... Alors, pardon, il faut que je me place. Combien mesure le placenta? Et bien, vous pouvez très bien, vous voyez ici, vous pouvez mesurer ça à 5,5 mm. Vous pouvez également garder la notation marquée. Vous pouvez mettre des annotations en termes de texte, en termes de flèches, en termes de tout ce que vous voulez. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire une lame virtuelle? Il faut un matériel permettant la numérisation. Soit ce sont des scanners fermés, ça se présente comme des boîtes avec un système de chargement pour les lames. Donc, il existe différents fournisseurs, différentes technologies, différentes caractéristiques. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de passer tous les fournisseurs en revue, les caractéristiques. Vous pouvez également faire des lames virtuelles avec des systèmes de microscopes motorisés qui vont prendre image après image et des logiciels qui vont vous reconstituer à partir de ces pavés une lame analysable sur le plan numérique. Alors, les principales options dans ces systèmes de numérisation virtuelle, quand vous vous intéressez à cette technologie, il faut savoir jusqu'à quel grossissement vous pouvez aller. Maintenant, la plupart des systèmes proposent des grossissements jusqu'à x40. Donc qui représente 400 microscopes. Le focus, comment va se faire votre focus sur votre lame, ça c'est très important, parce que plus vous augmentez le nombre de points de focus dans votre acquisition, plus vous allez avoir une image nette et éviter les zones de flou. Après, bien sûr, il faut que vous fassiez des tests sur les qualités d'image, mais les systèmes se sont bien améliorés, et maintenant la plupart des systèmes donnent des images très satisfaisantes. Vous avez également des fournisseurs qui proposent l'option Z-Stack. Alors le Z-Stack, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui remplace la vis micrométrique sur votre microscope. Quand vous savez que les lames tissulaires vont avoir une épaisseur de quelques micromètres, mais c'est quand même une épaisseur. Et en fonction des marquages, parfois vous avez des zones qui sont plus ou moins nettes et vous êtes obligé de faire varier votre vis micrométrique pour pouvoir faire de belles illustrations ou pouvoir analyser votre signal. Eh bien, un certain nombre de systèmes vont vous proposer d'avoir plusieurs numérisations sur une même lame avec le point focal optimal et puis des zones au-dessous et au-dessus, ce qui vous permet de faire varier sur votre écran les images de manière à obtenir celles que vous préférez. Alors ensuite, vous avez la plupart des scanners vont pouvoir numériser uniquement des lames de format standard. Mais vous savez qu'en pathologie, parfois, on a besoin d'avoir des formats grands formats, en particulier pour la pathologie des cancers prostatiques, un certain nombre de tumeurs rectales. Et donc, vous avez d'autres scanners, en général, ce ne sont pas les mêmes, qui sont ouverts aux grandes lames. Ensuite, vous allez avoir différents types de chargeurs de lames. Ça peut paraître anecdotique, mais certains systèmes sont très sensibles. Et si vous avez votre lamelle qui déborde un petit peu, ça va soit casser dans le système, soit ça ne va pas vous le prendre. Et donc, il faut faire attention. Ensuite, vous avez des systèmes qui sont basés sur la numérisation haut débit, c'est-à-dire vous pouvez charger votre système avec plusieurs centaines de lames et le laisser tourner et avec une philosophie de numériser toutes les lames qui sortent de votre système de production.
ou des scanners qui vont numériser lame par lame. Et à ce moment-là, c'est plus un système photo adapté au cas par cas, dans lequel vous allez analyser vos lames au microscope, et sur telle ou telle lame que vous voulez analyser de manière un petit peu différente, avec de la morphométrie par exemple, vous allez faire cette numérisation. Alors vous avez des systèmes, vous avez beaucoup de systèmes qui travaillent en fond clair. Hein, l'image que je vous ai montrée, c'était un fond clair. Vous avez quelques systèmes qui travaillent en fluorescence. Bon, je vous laisse juge de la qualité, où vous avez des systèmes mixtes. Ensuite, il faut être aussi vigilant sur la taille et le format des fichiers. L'inconvénient de cette technique, c'est de produire des fichiers qui sont très volumineux. Je vous ai chargé 3 lames virtuelles sur mon PC, mais je peux difficilement en mettre plus. Après, il faut les mettre sur des disques durs externes ou mieux sur des serveurs. Je n'étais pas sûr que ça marche à distance. Et le format des fichiers, la plupart des fournisseurs ont leurs fichiers propriétaires, mais on voit émerger maintenant quelques fournisseurs qui ont des formats plus standardisés, type DICOM, comme utilisés en imagerie médicale, et qui vont certainement prendre le dessus avec les systèmes intégrés de gestion de lames au niveau des plateaux expérimentaux ou des laboratoires de pathologie. Alors aussi, il faut se soucier des viewers, comment vous pouvez regarder votre lame. Alors vous avez les viewers gratuits tels que celui que je vous ai montré, puis vous avez des logiciels plus perfectionnés permettant la reconnaissance d'images, l'analyse, la quantification, etc. Et puis également le prix, mais ce n'est probablement pas le problème numéro 1 ici. Alors, quel est l'intérêt de ces lames virtuelles? L'intérêt numéro 1, c'est que ce sont d'excellents appareils photo. Hein, pour prendre des illustrations de vos images, vous allez avoir des photos de grande qualité et je vous défie de prendre une photo à faible grossissement sur un microscope classique équivalent à la qualité que vous pouvez avoir avec un système de lame virtuelle. Autant les forts grossissements sont assez simples à acquérir avec une très bonne qualité d'image avec un microscope traditionnel, autant les faibles grossissements, vous avez un rendu impressionnant avec les systèmes de lame virtuelle. Alors également, mon système photo, c'est assez pratique parce que vous pouvez, une fois que vous avez votre lame numérique, vous allez pouvoir choisir des zones identiques pour illustrer, par exemple, des marqueurs réalisés sur des coupes sériées. Ici, la caractérisation d'un lymphome chez la souris. Vous allez avoir un anticorps anti-B, anti-T, anti-TDT et anti-macrophage. Donc, vous pouvez analyser, vous pouvez prendre les photos exactement au niveau des mêmes endroits. Donc, c'est très pratique pour faire des photos. Ici, vous allez avoir une coupe sériée d'embryons sur lequel on s'intéressait à la présence de malformations cardiaques. Et vous pouvez aligner différentes coupes en choisissant exactement le même cadrage. Et ici, montrer, vous avez un problème de fermeture du septa interventriculaire. Donc, vous pouvez l'illustrer assez facilement. Alors, bon, c'est très intéressant les lames virtuelles, mais ça a quand même quelques limites. Alors, il y a 2 choses, à mon avis, que les lames virtuelles ne remplaceront jamais. D'une part, tout ce qui est le pré-analytique, hein, j'insiste sur le pré-analytique, vous avez eu des présentations, mais c'est fondamental. Si vous arrivez avec une lame médiocre, eh bien vous aurez une lame virtuelle médiocre, voire pire. Hein, donc il faut vraiment insister sur la macroscopie. Alors j'étais un peu impressionné sur le topo précédent dans lequel on prend tant de précautions sur le traitement des animaux, et par contre on est très négligent sur le post-analytique, c'est-à-dire qui fait la dissection, est-ce que la personne qui fait la dissection sait faire une dissection, est-ce que la fixation est adaptée, est-ce que vous n'allez pas gâcher du matériel en faisant des techniques de prélèvement et de fixation inadaptées, est-ce que la qualité va être garantie? Et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de travail, je pense qu'il y a beaucoup de modèles animaux qui sont utilisés, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont gâchés par des étapes préanalytiques de qualité insuffisante. Au moins, c'est mon expérience sur le rendu des lames qui me sont parfois adressées pour avis ou pour collaboration. Alors bien sûr, on essaie d'influencer ceci avec les lames virtuelles, ça montre de bons exemples, parce que du coup, on peut mettre le chercheur devant son problème et lui dire « mais regardez, on n'y voit rien, c'est dégueulasse ». Donc ici, vous avez une lame d'estomac qui est vraiment de qualité très médiocre. Hein. Vous voyez, faible grossissement, bon, on reconnaît que c'est un estomac de souris, c'est pas très grave, mais si vous grossissez un peu, vous voyez que c'est mal fixé, c'est tout rouge, c'est mal coloré, c'est mal coupé, il y a des problèmes de zones qui ont sauté, il y a des traces de rasoir, il y a des plis. Bon, ça, vous ne devez pas accepter ça. Hein. Ce n'est pas la peine de numériser des lames comme ça. C'est du temps perdu pour tout le monde, de l'argent gâché, des animaux tués pour rien. C'est une catastrophe. Donc,
la lame virtuelle ne remplacera pas des choses de qualité. Bon, j'en ai une autre, mais je passe parce que sinon elle était un petit peu mieux, il y avait quelques plis. Après, la qualité d'une lame, c'est surtout son interprétation, comment vous allez pouvoir l'interpréter. Alors, ce qui m'amène à mon second point, c'est-à-dire que c'est bien joli d'avoir des lames, c'est bien joli de les avoir numérisées, mais le problème qui ne sera pas réglé est celui de leur interprétation. Si vous n'êtes pas formé pour interpréter vos lames, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé que vous ayez lame virtuelle ou pas. Donc, il vous faut soit vous former, soit avoir des personnes compétentes pour vous former. Alors là, on tombe dans un autre problème qui est celui de l'expertise. C'est vrai que les techniques d'histologie ou d'histopathologie n'ont pas trop le vent en poupe. On est plus dans le omique, génomique, transcriptomique, etc. Et la formation est de moins en moins assurée au niveau des universités. Les domaines sont peu attractifs, même au niveau de nos internes. C'est une formation qui est longue, qui est basée sur le compagnonnage. Donc, il y a besoin de formation dans le domaine de la pathologie humaine, bien sûr, mais surtout de la pathologie expérimentale, avec énormément de modèles qui sont produits et qui, malheureusement, sont peu ou mal analysés. Alors, ceci n'est pas caractéristique au plan français, c'est également une constatation que nous avons pu faire sur le plan européen. On a essayé de mettre en place des mesures, mais on pourra en discuter au niveau de la table ronde. Alors, les lames virtuelles en routine. Alors, certains labos sont partis sur une utilisation des lames virtuelles en routine, c'est-à-dire la numérisation systématique des préparations, une fois la coloration ou la technique spéciale immunohistochimique faite, sur un scanner haut débit, et ensuite le pathologiste ou le chercheur va chercher sa lame sur le logiciel et va l'ouvrir et l'interpréter. Alors, c'est très séduisant. Le problème, c'est le temps. Si vous avez beaucoup de temps, il n'y a pas de souci. Si vous êtes le seul pathologiste à qui vous avez 36 personnes qui adressent des projets qui sont tous plus prioritaires les uns que les autres, eh bien, vous n'avez pas le temps de perdre à ouvrir un fichier, aller chercher votre fichier. C'est plus simple d'avoir une lame, de la mettre sous le microscope et de la regarder. Voilà. Alors, ça dépend énormément de votre fluidité de votre système informatique. Moi, je vous parle, j'ai un très vieux système, puisqu'on a acheté le système de lame virtuelle en 2008. C'était la société Zeiss qui nous l'avait vendu, qui ensuite a cessé sa commercialisation et également son suivi, ce qui pose quand même de nombreux problèmes. Donc, je ne pense pas qu'on soit équipé de manière idéale. Il va falloir d'ailleurs qu'on renouvelle notre scanner. Et j'ai vu qu'il y avait des systèmes maintenant plus récents qui étaient beaucoup plus fluides, d'une part en termes de poids des images et en termes de fluidité d'ouverture. Donc ça dépend et de votre système informatique et de votre système de serveur. Sinon, ça devient très vite fastidieux. C'est-à-dire, si vous devez attendre 30 secondes que votre image s'ouvre, vous lassez très très vite. Alors ensuite, il faut être organisé. Les lames virtuelles, vous avez vite, surtout si vous partez sur une technique au débit, vous avez vite beaucoup de fichiers, donc il faut bien sûr les identifier avec une chaîne, avec des codes barres qui vous permettent de vous référer, si possible. Organiser vos lames par projet, à l'intérieur des projets par animaux, et ensuite par organe ou par type de problématique. Les systèmes de gestion informatisés de laboratoire pour la pathologie expérimentale, là aussi c'est un gros manque, ça reste à développer. Je vous parlerai à la fin de mon exposé d'une petite expérience qu'on a menée dans le Grand Sud-Ouest. Et puis également, donc tout ça génère beaucoup de dossiers volumineux et il faut penser aux archives, surtout si vous voulez vous servir des lames virtuelles comme moyen d'archive de vos expérimentations. Alors, un des gros avantages aussi de la lame virtuelle, c'est que vous pouvez, si vous avez un écran suffisamment grand, vous pouvez afficher en même temps plusieurs lames. Donc vous avez ici des embryons coupés en coupe sériée et vous pouvez les synchroniser, c'est-à-dire vous pouvez les manipuler, vous pouvez les faire bouger en même temps, vous pouvez grossir sur les mêmes zones en même temps, ce qui vous permet de regarder sur des coupes sériées comment évolue votre tissu en 3 dimensions. Donc ça c'est très intéressant comme l'aide à l'analyse pour des choses qui sont un petit peu difficiles. Bon, par exemple, quand on vous envoie des embryons et on vous demande de quoi meurent ces embryons, c'est quand même sympa d'avoir d'une part des coupes sériées de qualité et d'autre part de pouvoir éventuellement afficher soit des lames d'une même série de coupes sériées, soit au même niveau des lames témoins et expérimentales. Alors également, pour analyser des lésions, ici vous avez un petit polype gastrique avec des zones de dysplasie, vous pouvez très bien analyser votre coloration HES, et ici une coloration par le PS, mais ça peut être démarquage, etc.
Donc vous pouvez synchroniser votre analyse et aller focaliser directement sur la zone qui vous intéresse avec toutes vos autres lames qui suivent la même focalisation sur la zone d'intérêt. Alors, également, quelque chose d'assez utile, c'est de pouvoir faire des analyses morphométriques simples. Hein, quand vous allez avoir un modèle animal qui va produire des tumeurs, ici des tumeurs pulmonaires, eh bien, vous allez pouvoir les annoter, les suivre sur les coupes sériées, mesurer la taille, mesurer la surface, pouvoir rapporter la surface aux poumons analysés sur la lame, pouvoir suivre des tumeurs d'une coupe sur l'autre, sur les coupes sériées, en les cerclant avec des couleurs différentes et en leur donnant des noms différents. Donc tout ça, il y a quand même un certain nombre d'intérêts pratiques, puisque vous pouvez analyser vos lames sur un écran et mettre des annotations. Alors bien sûr, le problème, c'est celui pas forcément de l'analyse, c'est celui de l'archivage, hein, comment vous allez archiver vos lames dans un projet. Donc idéalement, vous allez avoir des dossiers expérimentaux avec des groupes témoins, des groupes sur lesquels vous avez testé des hypothèses. Il vous faut l'identité des souris, les blocs, les niveaux de coupe sériés, le type de coloration, les annotations, les quantifications. Donc tout ça, quand vous gérez plein de projets, ça va poser des problèmes de stockage, hein, de sauvegarde, et avec les sauvegardes, si vous sauvegardez sur des choses qui ne sont pas en ligne, d'accessibilité vis-à-vis de l'expérience et des chercheurs. Alors idéalement, les lames virtuelles, ça pourrait permettre de délocaliser le pathologiste, de le sortir de sa cave et de le mettre dans un endroit plus agréable, hein, puisque vous avez numérisé votre lame, vous pouvez y accéder via Internet, il n'y a pas de souci avec l'adresse de votre serveur. Ça marche, hein, ça marche très bien si vous avez des connexions adaptées. Bon là, dans ce cas particulier, c'est une petite pension dans laquelle je dois m'arrêter de temps en temps quand je vais faire mes missions d'enseignement en Polynésie. Ça ne marche pas très bien parce que je n'ai pas de connexion au débit et puis souvent j'ai autre chose à faire. Alors bon, bien sûr, j'en viens au point suivant. Donc le partage de lames et d'expertise dépend de votre interlocuteur. Hein. Au départ, on nous avait vanté le système en disant c'est super, vous pouvez avoir 2 ou 3 pathologies qui se connectent en même temps sur la ligne, sur la même lame, vous pouvez discuter, partager vos expertises. Bon, ça marche en pratique, mais dans la vie de tous les jours, c'est impossible parce que les gens n'ont jamais les mêmes disponibilités en même temps. C'est très compliqué à organiser. Donc le direct, vous ne laissez pas abuser avec le direct. Ça ne marche pas en pratique parce que vous n'avez jamais avoir 3. Dès que vous dépassez le nombre de 2 personnes, ils ne sont jamais disponibles en même temps. Alors, par contre, ce qui marche très bien, c'est en différé. Vous pouvez très bien, si vous avez une lame de rein avec une tumeur, vous pouvez très bien mettre une information ici, what is it, je sais que ce n'est pas très lisible de loin, et mettre votre lame avec la notation sur un serveur. Quand votre collaborateur a le temps, il va se connecter, il va regarder votre lame, il va la zoomer, dézoomer et vous répondre sur les questions que vous avez pu marquer. Donc, en différé, ça a quand même un gros intérêt pour l'expertise, les lectures multiples, la formation. Quand vous avez des séminaires, au lieu d'envoyer des coupes à 10 endroits de la planète, eh bien, vous pouvez mettre une lame virtuelle sur un serveur et tout le monde vient se connecter et tout le monde peut donner son avis sur la même lame. Alors ça, c'est un des gros intérêts de la lame virtuelle, c'est la formation. Hein, c'est vrai que tout ce qui est lame démonstrative, lame de collection, vous pouvez les collecter, les archiver, les utiliser quand vous voulez pour organiser des formations. Donc, puisqu'on parle d'histopathologie expérimentale au niveau du cancer au pôle Grand Sud-Ouest, on organise de manière annuelle une formation à l'histopathologie des modèles animaux. Donc, en insistant sur la sensibilisation des chercheurs, c'est toujours plus facile de partager, d'échanger avec quelqu'un qui connaît un petit peu ce dont on parle. Insister sur la qualité du prélèvement, la qualité de la mise en cassette, la qualité de la fixation, la qualité de la coupe, renforcer la qualité sur les plateformes. On demande dans ce type de formation aux chercheurs de nous adresser leur propre lame et ensuite on les fait travailler sur leur propre lame. Mais parfois on s'aperçoit qu'on ne peut même pas travailler sur la lame, c'est tellement épais ou tellement foncé que c'est même pas la peine d'insister. Il faut changer la pratique, retoucher la qualité de manière à ce que leur projet devienne pertinent.
Donc, importante des actions entre chercheurs et pathologistes. Donc, on a, c'est organisé à l'école vétérinaire de Toulouse. Donc, il y a toute une étape sur la dissection, le préanalytique. Et ensuite, on a 3 jours spécialisés sur les modèles animaux de cancer. Alors, également en formation universitaire. Hein, moi, je travaille à l'Université de Bordeaux. Donc, on se sert de ce système pour faire des formations dans le cadre du premier cycle des études médicales, dans le cadre du deuxième cycle, dans le cadre de la formation spécialisée de nos internes en pathologie, également dans le cadre des formations continues, des congrès, dans lesquels on va mettre des dames à disposition et les gens vont pouvoir venir les consulter, soit avant, soit pendant, soit après. Donc, outil pédagogique très important. Alors, également, donc, les LAM virtuels, un intérêt plus récent. Donc vous avez entendu parler certainement de tissus microarrêts qui vous permettent de pouler sur un même bloc différentes carottes de tissus et ensuite pouvoir faire des coupes et faire des analyses immunohistochimiques ou des colorations, ce que vous voulez comme coloration. Donc bien sûr, une fois que vous avez ces lames, vous pouvez les numériser et les analyser sur votre écran avec des logiciels qui vous permettent de découper les spots, etc. Mais également, j'ai découvert qu'on pouvait se servir des lames virtuelles pour faire les tissus microarrêts. Donc le système, c'est en place sur la plateforme d'histopathologie expérimentale de Montpellier pour l'instant. Donc je ne vais pas faire de publicité pour le fournisseur, mais l'idée c'est de numériser vos lames. Donc vous avez des lames dont vous voulez faire à partir des blocs des tissus microarrêts, vous numérisez vos lames. Le pathologiste arrive, il a une zone, il va pouvoir entourer la zone d'intérêt sur la lame virtuelle et mettre des points de repère. Ensuite, le technicien va à partir de la lame, mettre les mêmes points de repère et adosser ces points de repère sur le bloc. Et ensuite, le système est programmé pour faire la carotte au bon endroit et mettre cette carotte dans le bloc de paraffine vide, permettant de constituer progressivement ces différents dépôts de carottes tissulaires et constituer votre tissu microarrêt. Donc ça, je pense que ça, je ne l'ai pas vu marcher, hein, donc je n'ai pas d'expérience personnelle, mais je trouve le système intéressant. Ensuite, on a vu qu'on pouvait numériser des lames. On peut numériser des lames de coupes consécutives, de ce qu'on appelle les coupes sériées. On peut se poser la question de faire des reconstitutions tridimensionnelles à partir des coupes individuelles et de reconstituer des tissus ou des fragments de tumeurs en 3 dimensions. Je n'ai pas d'exemple, je suis désolé. Ce n'est pas quelque chose qu'on a poursuivi. J'ai vu des présentations d'un Japonais qui étaient assez intéressantes. Mais ça reste quand même très chronophage parce qu'il faut vraiment avoir des techniques d'excellente qualité. Après, vous avez un problème d'orientation de la coupe par rapport au bloc. Il faut vraiment être très vigilant sur l'orientation des coupes. Et ensuite, il faut avoir une question, je dirais, scientifique suffisamment pertinente pour pouvoir dédier le temps technique à réaliser ces reconstructions 3D. Alors, la fluorescence. Alors certains systèmes permettent la fluorescence. Nous, on a un vieux système qui est le système Mirax qui a été équipé d'une station de fluorescence. Comme nous n'avons pas eu de maintenance de ce système par la société qui a cessé de commercialiser le système, je dirais que ça ne marche pas chez nous avec le système de lame virtuelle. Donc on utilise un autre système de microscope avec un logiciel de reconstitution, donc un petit peu différent, avec une platine motorisée et une caméra pour obtenir des acquisitions d'images en fluorescence. Dans l'équipe, on a des personnes qui s'intéressent beaucoup, qui font beaucoup de fiches sur noyau interphasique. Donc l'intérêt de ces images, c'est de pouvoir scanner une zone et d'avoir un certain repérage morphologique et ensuite d'aller analyser les noyaux des cellules qui correspondent à la zone qui vous intéresse. Je passe relativement vite. Bien sûr, une fois que vous avez dégagé la zone d'intérêt, eh bien l'intérêt de la fluorescence, c'est que vous allez pouvoir analyser différents canaux et pouvoir analyser ceci de manière quantitative et ainsi engranger des éléments sur un grand nombre d'événements, un grand nombre de noyaux. Alors, pour terminer, un petit mot sur les réseaux. Alors, au niveau du Cancéropole Grand Sud-Ouest, on a mené un programme visant à améliorer la qualité de la prise en charge histopathologique des modèles animaux.
avec d'une part la structuration de plateformes d'histologie expérimentale dans les différentes villes qui se soient associées au niveau du Cancéropole Grand Sud-Ouest, et également l'équipement de ces plateformes avec des systèmes de numérisation permettant des analyses à distance. C'est-à-dire que si le projet est sur Bordeaux et que l'expert est sur Montpellier, eh bien les lames sont traitées à Bordeaux et peuvent être analysées à Montpellier. Alors, pour l'instant, tout ça marche de manière, ça marche de gré à gré. On a voulu structurer ça dans un système de gestion des projets avec une structuration permettant d'avoir le suivi des animaux, des comptes rendus standardisés, etc. Donc on a fait un partenariat avec une société et malheureusement, je dois dire qu'après 3 ans, ça n'a pas marché. La société a déposé le bilan et notre projet n'a pas beaucoup évolué en pratique. Alors bon, la bonne chose, c'est quand même que les plateformes se sont structurées et qu'il y a eu une certaine prise de connaissance des facteurs liés à l'histopathologie expérimentale. Voilà, je vous remercie pour votre attention.